Pendant 8 ans, de 1938 à 1946, la France a interné plus d'1 demi-million de personnes, hommes, femmes et enfants, dans 200 camps répartis aussi bien en zones libres qu'en zones occupées. Je découvre, par hasard, qu'un de ces camps se trouve à côté de chez moi, à Nexion, en Haute-Vienne. Rien. Il ne reste rien. Ce n'est pas la peine d'y aller, vous ne verrez rien. Et si moi je voulais quand même voir ce rien? Ils m'ont dit au téléphone, pas loin de la gare. Et vous, Paul, vous aviez quel âge à l'époque? Le camp, il a commencé à se construire en 1938. Donc en 1938, moi j'avais 5 ans. Et quand ma grand-mère, les voisines venaient ramasser de l'herbe pour les lapins. Alors elle disait aux entrepreneurs, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il paraît que c'est pour mettre des réfugiés. Puis des réfugiés, on n'en a jamais vu. Par contre, en 1939, je crois que c'était le 5e ou 6e pionnier qui est resté là 2 ou 3 jours. Et puis ils sont partis, et puis après sont arrivés des prisonniers. Je crois que les premiers prisonniers qui sont arrivés, pratiquement, ça a été des prisonniers politiques, c'est-à-dire des communistes, je crois, qui ont été déportés en Afrique du Nord, une partie. Et puis après, il y a eu un peu de tout dans ce camp. Et alors, 41-42, il y a eu surtout les Juifs, où il y avait peut-être moins d'autres internés autour, mais il y en avait quand même, hein. Et puis après, il y a eu des STO, il y a eu des résistants, il y a eu un peu de tout. Mais là, ce plan est intéressant. Je suis persuadé qu'avec le plan que vous n'aviez pas l'autre fois, vous situez mieux l'emplacement du camp. Il faut savoir, ça a été construit en plusieurs fois. Hein. Oui, et qu'entre-temps, ici, cette maison n'existait pas, et que par conséquent, il y avait une diagonale là, qu'on ne voit plus maintenant. Mais là, rien n'existait. La dernière maison, c'était celle-là. C'était celle-là. La vôtre. Oui. Oui. On ne pouvait pas être plus près, n'est-ce pas? N'habitant pas très loin, puisqu'habitant à côté de la gare, je passais quand même. Mais je passais très vite. J'allais chercher des légumes dans le jardin du château de la Garde. Et mes parents me disaient, petit, quand tu passeras devant le camp, passe vite et ne regarde surtout pas. Il y avait des pales planches le long de la route. Personne ne voyait ce qui se passait derrière. Certes, il y a bien des gens qui savaient ce qui s'y passait. Mais ils n'allaient pas disserter sur la vie dans le camp au-delà des limites du palais. Et même les enfants de Nexion ne descendaient pas beaucoup jouer avec nous ici dans le camp parce que leurs parents leur disaient n'allez pas trop vers le camp. Absolument. Et puis alors il faut dire autre chose aussi. Ce camp, il est venu ici, ce ne sont pas les Nexonais qui l'ont demandé. On aurait préféré qu'il n'y en ait pas du tout de camp à Nexon parce que c'est pas voir ce qui s'est passé ici là, sur ces lieux. C'est quelque chose d'abominable, ça n'aurait jamais dû être, ça n'aurait jamais dû exister. Eh bien, oui, on le voit à peine, là, les barbelés. Là. Parce qu'il y avait un grand grillage qui est peut-être plus de 2 mètres, vous voyez, qui était replié comme ça, parce qu'ils s'accrochaient s'ils avaient voulu sauter. Et puis alors, il y avait les barbelés qu'il fallait qu'ils passent dessous. Eh bien oui, c'est notre chambre. Et alors le terrain, quand on tournait le camp, j'étais jeune, je gardais les moutons quand il fallait les garder. Mais il y avait d'autres travaux aussi. Mais c'était surtout à la bergère, vous connaissez, pour la bergère, parce que souvent, quand c'était les internés politiques ou tous, dans les fermes, ceux qui voulaient les employer, ils les laissaient aller pour les faire travailler. Parce qu'on les nourrissait, on ne les couchait pas, parce qu'il fallait qu'ils rentrent le soir à telle heure. Et nous avions eu 2 réfugiés qui étaient de Troyes. Mais elles étaient communistes. Et un dimanche, elles avaient fait une petite fête de chant, tout ça. Alors, le chef de camp m'avait donné la permission de rentrer. Alors j'avais vu tout l'intérieur. C'était une honte. C'était vide. Ça avait couché sur des planches. Et l'hiver, il n'y avait pas de chauffage, rien du tout. Et l'eau, elles en avaient au compte-gouttes, à peine si elles avaient pour faire leur toilette. C'était vraiment, vraiment la misère. D'abord, quand on est arrêté,
En principe, c'est qu'on est considéré comme un indésirable au moment du pouvoir de Vichy. Donc, eh bien, avec mon père, nous étions des indésirables. Et pourquoi? On était des indésirables parce que, tout simplement, on était connus comme des militants actifs du Parti communiste. Mon père en tant qu'adhérent adulte et moi en tant que jeune. On a été arrêtés en septembre 1941. C'est la période des grandes démonstrations du pouvoir de Vichy. L'adjudant chef de brigade nous a annoncé qu'il y avait un document de la préfecture lui indiquant de nous transférer au camp de Nexon sans autre forme de procès. Donc on a été accompagnés par deux gendarmes. Ils nous ont amenés jusqu'à la gare de Nexon. La gare de Nexon, en gros, 1 kilomètre à pied, 1,5 kilomètre, et on arrive au camp, une grande porte. On entre dans ce camp, et nous sommes affectés tous les deux dans une baraque, où se trouve une soixantaine d'internés comme nous. Il y a 22, 23 baraques, hein, c'est ça. Hein. On est communistes, moi j'en ai employé 2 à la Syrie. D'ailleurs, c'est les 2 qui sont venus travailler. Ils sont venus, bon, parce qu'on leur avait un peu d'argent, mais ils venaient surtout pour le repas. C'était ce qui les intéressait. Je me rappelle, ma mère, ils amenaient leur gamelle. Tous les jours, ils emportaient leur repas de midi et leur repas du soir. C'est trop mieux. C'est ce qui les intéressait. Le coin de vie, c'était un chalit avec une paillasse. La paille n'était pas renouvelée très souvent, et mon Dieu, c'était pas d'une odeur très agréable. 50 cm à droite, 50 cm à gauche d'espace. Et pour recevoir les affaires, une planche le long des parois de la baraque. Lorsque nous recevions des visites, avec mon père, et que ma jeune femme venait avec mon bébé qui avait 3 ou 4 mois, qui se trouvait dans l'obligation d'attendre que les portes soient ouvertes et qui attendait de l'autre côté du grillage, bien, c'était très dur. Les communistes vont être internés dans les camps à la déclaration de guerre, notamment, hein, même si ça a été un peu avant, ça a commencé avant, tout simplement parce qu'ils sont soupçonnés de mener une propagande pacifiste dans le sillage de la politique soviétique, hein, stalinienne, Staline ayant signé avec Hitler un pacte de non-agression. Quand la guerre se termine, Pétain prend le pouvoir, et les pleins pouvoirs, eh bien, il va obéir à une autre logique et il va conserver ses communistes dans les camps. Les camps viennois, il faut bien dire qu'ils vont donc apparaître sur notre territoire de façon un peu insidieuse et sournoise. Et au printemps 1940, il y a des baraques qui sont un peu construites partout et qui ont pour but d'accueillir les réfugiés alsaciens-lorrains. Mais on a vite compris qu'accueillir les Français, les Alsaciens-lorrains, dans ces conditions, c'était quand même pas une bonne chose. Donc ils se retrouvent vides à la déclaration de guerre. Et on va les étudier donc comme camp de séjour surveillé, CSS, ou camp d'internement. Alors à partir de ce moment-là, ça change. Hein, parce qu'on ne peut pas passer d'un camp de réfugiés à un camp de séjour surveillé où on doit véritablement surveiller les gens. Donc ils vont changer de forme. Ils vont prendre un caractère beaucoup plus agressif, c'est-à-dire Saint-Germain-les-Belles, Saint-Paul-des-Geaux et Nexon. Un jour, au camp, arrive un peloton de garde mobile, surprenant, qui monte tout de suite s'installer sur le plateau en haut, qu'on appelait la place d'Armes, où les internés avaient l'obligation de se réunir tous les matins pour la levée des couleurs. On apprend très rapidement qu'il s'agit d'une déportation en Algérie de 25-30 internés. Lorsque
passe devant eux ce groupe de déportés, c'est les embrassades, et puis surtout, une marseillaise qui a dû s'entendre de loin. Je suppose que les gens de Nexon l'ont peut-être entendu, mais en tout cas, ils ne s'en souviennent pas. Ici, à Nexon, en 1940, est ouvert un camp d'internement surveillé. De cette gare sont partis en direction de Port-Vendôme en mars 1941 pour être déportés dans des camps en Afrique du Nord, des patriotes, résistants, antifascistes de toujours, qualifiés d'indésirables français et internés par les gouvernements français et de Vichy. L'état de Pétain justifie finalement son existence en désignant ses ennemis. Hein, c'est une question pratiquement existentielle chez Pétain. Je vous dis qui j'enferme, je vous dis qui je suis. Alors qui j'enferme? Eh ben, j'enferme les communistes, bien entendu, ou je les laisse dans les camps. Et puis je vais en ramasser d'autres, les francs-maçons et les juifs. Parce que le deuxième élément de cette logique, c'est la collaboration. Alors, cette collaboration, elle passe par quoi? Eh ben, d'abord, il faut dire qu'elle devance les exigences d'Hitler, puisque donc Pétain va faire adopter des lois le 3 et le 4 octobre donc, 1940, où il va instituer un véritable statut des Juifs, et non seulement un statut des Juifs, mais un statut des Juifs qui, par certains côtés, est plus exigeant que le statut allemand. Et puis, dans le texte de la loi, on mentionne la race juive. Donc voilà un gouvernement qui, dès le départ, quoi, en fait, hein, s'affiche comme un gouvernement antisémite, raciste. Pourquoi étions-nous en Belgique? Mon père voulait venir en France. Pour tout vous avouer, il avait un peu oublié de faire son service militaire en Pologne, comme beaucoup de juifs, communistes de surcroît. Et il était donc parti en France, on ne l'a pas laissé. Il est parti en Belgique, où il travaillait aux aciéries Cockerill, et nous sommes venus le rejoindre, j'avais 8 mois. En 1940, mon père a décidé, ce serait probablement comme en 1914-1918, je crois que ce n'était pas un fin politologue, ils vont prendre la Belgique d'accord, mais la France non. Nous sommes donc venus à Paris. Ma mère a tout de suite pris un logement rue de Turenne. Et quand il y a eu ce qu'on appelait l'exode, avec une autre famille et une vieille guimbarde, nous avons pris la route et nous avons suivi des centaines de milliers. Et la voiture a rendu l'âme dans un petit village, au Combes, par Saint-Hilaire-le-Château. En Creuse, ils n'avaient jamais vu un juif. Les premiers jours, ils ont regardé comme ça en se demandant ah, un juif, bon, hein. Mais il a l'air d'être comme nous. Bon. Puis ça a duré quelques jours et après, peu à peu, on faisait partie intégrante du village. Hein. Le soir, l'hiver, il y avait des veillées, on était de tout éveillés. Quand ils faisaient des tourteaux, les grands pains, ils nous donnaient du pain. Ma mère leur apprenait comment on faisait de la choucroute en Pologne, etc. etc. Il y a eu une amitié vraie. Puisque j'aurais bientôt 16 ans, il fallait que je travaille. Alors on m'a envoyé à une scierie dont le patron était le chef de la Francisque. Bon, alors ils m'ont appris le métier de la scierie à coups de pied au derrière, non pas parce que j'étais juif, mais parce qu'un apprenti, il fallait lui apprendre comme ça. Pour expliquer ce que c'est qu'un camp de criblage, ou comment va fonctionner Nexon, je crois qu'il faut faire un rappel sur toutes les structures de coercition qui ont pu être installées en Haute-Vienne à cette époque-là. Il y a eu dans ces structures les groupes de travailleurs étrangers, les GTE,
On utilisait cette main-d'œuvre immigrée dont on disait qu'elle était en surnombre dans l'économie française, dans des activités qui étaient des activités très spécifiques, qui ne devaient pas rentrer en concurrence avec les travailleurs français. Donc c'était des travaux de forestage, c'était des travaux de carrière principalement. Mon père travaillait donc, comme les autres, au plateau des Mille Vaches. Et quelques jours avant, il est venu en perme, c'était la grande joie, on se demandait pourquoi. Et on s'est demandé pourquoi, on l'a su assez rapidement. Le 26 août 1942, au petit matin, il devait être 4 ou 5 heures du matin, 5 gendarmes sont venus. Ils nous ont donné 20 minutes pour amener... pour une valise. Moi, j'ai voulu aller aux Tinettes. Celui qui commandait cette glorieuse épopée, c'est-à-dire prendre 3 pauvres juifs dans un, le gendarme Magnol m'a attrapé et m'a filé une paire de gifles. Des coups, des gifles, des coups de crosse, des coups de schlag, des raclés monstres, j'en ai eu pendant 3 ans. Croyez-moi, j'en ai eu. Mais la gifle d'un gendarme français, je ne l'ai jamais, jamais oublié. Ils nous ont donc rentrés dans leur camionnette. Nous sommes partis à Boussac, en Creuse. Et de là, le soir, nous sommes partis à Nexon. On se demandait ce qui nous arrivait. Qui aurait pu penser qu'il y avait des camps d'internement en zone libre? Nexon était le 2e camp en étendue. Nous étions gardés par les GMR, par la police et par les gendarmes. Je me souviens, j'avais amené des traverses, moi, de chemin de fer, à la gare. Ils ont fait venir ces gens-là à pied, il n'y avait pas de chaussures, il n'y avait rien. Ils les ont fait charger, ils les ont fait monter dans des wagons à pression, hein, sur le pied, là-bas. Je m'y trouve à ce moment-là. C'était affreux. C'était affreux. Et pour aller, c'est à hauteur, le wagon, mais il est poussé à coup de crosse. Oh là là, alors ça, c'est un souvenir pour voir. C'était terrible de voir ça. Ils en ont chargé pas mal, hein, je sais pas, il y a, je sais pas, 150 juifs, là. Le premier jour, je ne me souviens plus, je crois que c'était le 2e jour, est venu un envoyé spécial de Vichy nous parler. Tout d'abord, il nous a dit que si nous avions des biens, il fallait, on pouvait toujours les lui confier, que c'était sous la sauvegarde du gouvernement de Pétain, et que nous allions travailler la terre en Poméranie. Et ma mère lui a posé une question. Oui, mais qui va travailler? Est-ce que les familles seront ensemble? Il y a dit aucun problème, les familles resteront ensemble. Ce qui a fait dire à ma mère, soulagée, le principal, c'est que nous soyons ensemble. Ce qui avait été le plus terrible, c'est quand il y avait eu les Juifs. Il y avait toute la famille, les parents et les enfants. Ils faisaient des trains entiers le soir à 8 heures. Alors, les papas dans un falcon, la maman dans un autre, les enfants dans un autre. Dans des wagons bêtes. Et alors, depuis dans notre chambre, vous voyez, en haut, on les voyait monter dans le train. Ils séparaient tout, vous voyez. Pour les parents, c'était affreux. De les expédier dans des conditions pareilles. On n'a jamais su ce que c'est devenu.
Au bout de ces 3 jours et 4 nuits, les wagons se sont ouverts. Nous nous sommes trouvés en pleine campagne, dans ce que l'on a appelé après la rampe, à 1,2 km de Auschwitz et à peu près 2 km de Birkenau. Il y avait aussi les 235 derniers enfants de Beaune et de Pithiviers. J'ai les listes. Les plus jeunes ne connaissaient pas leur nom. Ils avaient des grandes plaques ici avec des numéros. Je crois que la plus jeune avait 3 ans. Ma mère, moi j'avais envie de respirer. Ma mère m'a poussé. Ma mère m'a poussé, mon père regardait hagard. Et ils ont sorti 12 hommes très jeunes et 27 femmes très jeunes. Et ma mère me regardait. Ma mère, elle avait une robe bleue à fleurs. Elle était blonde, ma mère, très blonde, avec des yeux très très clairs, presque délavés, comme 2 de mes 4 petits-enfants. Et elle pleurait. Et il m'a dit, tu t'en vas, tu t'en vas. Et sa dernière parole, ça a été, tu sais, quand tout ceci sera terminé, rendez-vous au Combe par Saint-Hilaire, le château, pour vous dire que vraiment, on ne savait pas ce qui se passait. J'ai su, il y a très très peu de temps, qu'il n'y avait pas encore de chambre à gaz, ni de four crématoire à Auschwitz et à Birkenau. Ma mère a été gazée le 3 septembre, le jour de l'arrivée. Je n'ai jamais su quand mon père a été gazé. Je dois quitter le Limousin et aller voir Laurette à Leximonet, quitter le brouillard d'automne pour aller voir le soleil du midi à Roquebrune. Sur le trajet, je lis les lettres que Laurette écrit à son ami de la Croix-Rouge suisse pour lui parler du camp de Nexon. Laurette Monet avait 19 ans quand elle rejoint le camp de Récébédou en Haute-Garonne, puis celui de Nexon d'octobre 1942 à juillet 1943. Elle y travaillera comme bénévole envoyée par la CIMAD, organisme protestant d'aide aux personnes déplacées. Son livre, Les Miradors de Vichy, écrit dans les années 90, témoigne de ses 10 mois passés au camp de Nexon. J'ai donc travaillé au camp de Nexon, délégué par un organisme qui s'appelait la CIMAD. La première impression n'a pas été tellement épouvantable parce que c'était un petit camp. Récébédou était vaste comme surface et comme population, ce qui fait qu'on avait l'impression d'être une goutte d'eau dans la mer et on se demandait à quoi servir. On n'imaginait pas qu'un petit camp-village comme celui de Nexon connaîtrait aussi les déportations. C'était fini, la page déportation avait été tournée avec l'été et avec le départ de Récébédou. En plus de ça, quand on est arrivé à Nexon, on a emmené avec nous la population de Récébédou qui restait, c'est-à-dire on n'était pas tombé dans l'inconnu complet. Non, ça n'a pas été tellement... Et au début, il n'y avait pas de place pour nous loger dans le camp, ce qui fait que nous avions une petite chambre chez un particulier, chez un Nexonnais, entre le camp et la gare. Jeanne Sénat, elle s'occupait surtout de voir si on pouvait donner des leçons de lecture aux petits-enfants, si les femmes enceintes recevaient la ration supplémentaire à laquelle elles avaient droit. Elle faisait du social très matériel. Et moi, j'avais essayé de les orienter vers le socio-culturel, de manière qu'ils se sentent encore appartenir à un groupe humain. Il y en a qui ont commencé à venir aussi au culte protestant, et on leur disait, mais ne venez pas, si vous n'êtes pas protestant, et vous vous êtes sans doute trompés. Et ils ont dit, écoutez, on voit quelque part où on écoute des belles choses. Oui. Je suppose qu'ils font la queue pour aller
à ces robinets extérieurs où on pouvait se laver, à condition de ne pas y aller tous les jours. Parce que cette femme a une bassine, donc elle vient chercher de l'eau, et les autres, ils attendent. Mais il y a des jours où on ne pouvait pas se laver du tout, parce que les tuyaux étaient gelés dehors. Alors ça, c'était un petit garçon qui était au camp. Mais les gosses, même, quelquefois, se connaissaient entre eux quand les baraques n'étaient pas trop loin. Mais sinon, ils n'avaient pas de lieu exprès pour jouer ensemble. Liselotte, elle était de parents juifs étrangers. Et le pire, c'est qu'ils étaient venus en France pour se réfugier au moment de la montée du nazisme. Et alors, quand j'y étais, c'était vraiment assez curieux, parce que de temps en temps, ils me disaient « raconte-nous une histoire ». Et je racontais des histoires, genre Le Petit Pousset, et encore il y avait un ogre. Des histoires tout à fait innocentes, qui ne risquaient pas de faire peur à qui que ce soit. Elle me disait « puis je voudrais te demander pourquoi ». Et pourquoi, par exemple, le monsieur qui avait dans le lit à côté de mon papa, on l'a emporté vite sur un lit que les gens portent. Et où est-ce qu'on va le mettre? Mais ce qui me frappait, c'est qu'on bondissait d'une question presque trop dure pour nous adultes pour y répondre, à des questions tout à fait innocentes de tout enfant qui voulait du magique. Il y avait un croque-mort qui travaillait pour le... Ben, c'était le croque-mort de Nexon. Et moi, j'ai vu passer le croque-mort, ça c'est sûr, avec plusieurs cercueils sur la charrette. Ils ne devaient pas avoir chaud les gens hein, dans les baraquements à part ce temps-là. Ah ben non. Non. Non, c'est bien le froid malheureusement et la malnutrition. Et le camp avait changé d'aspect en 1942 quand les Juifs sont arrivés, c'était plus surveillé. Ah mais oui, je vous dis, c'est l'époque où les GMR sont arrivés. Il n'y a pas eu d'Allemands, hein. Il n'y a jamais eu d'Allemands. Alors, vous voyez, sur le plan que vous avez en main, vous avez 12 WC. 12 WC. Il reste la trace ici, bien visible de 3. Le reste là-bas, c'est pas visible. Quand je me souviens des Juifs, en 1942 ou quoi, là où il a fait très très froid, les pauvres, ils les montaient sur un chariot. Il y avait 4 gars juifs qui poussaient le chariot et un gardien avec son mousqueton à côté. Je les vois passer encore là. 2 par semaine au moins. Oh, c'était bien triste. Ça faisait tellement de peine à voir ces gens. On savait qu'il y avait un gars de mort. Il l'amenait. Ah, les pauvres gars. C'était bien triste. Je vous présente mon humanité, puisqu'elle me fait semblable à vous. Je pèse 45 kilos. Je n'ai plus que quelques dents et mes cheveux tombent. J'ai perdu mes lunettes lors de mon dernier transfert. Sur mon dos courbé, mes omoplates s'ouvrent comme les ailerons d'un oiseau qui chercherait à s'envoler. Je sens mauvais. Voici plusieurs jours que, faisant la queue au robinet de plein air, appelé toilette, l'eau est coupée. J'ai froid sans arrêt. De temps en temps, s'échappe de moi un bruit indiscret et pestilentiel. Nous mangeons des rutabagas presque à chaque repas. Sous mon pantalon, je n'ai plus de caleçon. Mais les œuvres sociales de l'UGIF m'en ont promis un pour bientôt. J'ai des crampes d'estomac. Je pense sans arrêt à la botte de pâte de coin que mon voisin a reçue hier dans un colis suisse. Il en a mangé la moitié d'un coup, quelle voracité. Comment lui en voler un morceau? J'ai mal au ventre et je rabâche. Pâte de coin, pâte de coin, pâte de coin. Je crois que mon objectif en écrivant ce texte, c'était le jeu singulier. C'était parce que quand vous lisez par un historien, il y a eu tant % de déportés, vous dites, ah, ça fait beaucoup par rapport à quoi, ça fait peu par rapport à quoi. Ça déshumanise le chiffre. Tandis que là, c'est la traduction en termes de vécu émotionnel personnel. Alors,
Ce témoignage, je dis qu'il est exemplaire parce qu'on y voit un homme dont la déchéance, qui voit sa déchéance physique et même mentale. Hein. Un gars qui ne pense qu'à des pattes de coin alors qu'il est avocat de barreau de Vienne, c'est vraiment très impressionnant. Mais aussi parce qu'il raconte l'histoire de toutes ces populations, en fait. C'est un type qui a été, comme beaucoup d'autres, déjà transféré d'un camp à l'autre. Alors, ça a été Masseube, Gurs, Recebedou, Nexon. Donc, on a des gens qui sont physiquement très, très atteints, mais mentalement, ils sont en crise. Et comment peuvent-ils trouver les ressources pour survivre? Le résultat de cette situation, le bilan est terrible. À Nexon, donc entre novembre 42 et mars 43, 76 morts. Donc Nexon, dans cette période-là, c'est devenu un véritable mouroir. Moi, je me rappelle qu'il y avait quelques vieilles dames à qui je donnais des bouteilles remplies d'eau chaude, comme bouillotte. Et on trouvait les bouteilles craquées, gelées dans le lit le lendemain matin. La morgue, c'était toujours plein de monde. Ça, c'est un vieil espagnol qui avait récupéré quelques brindilles pour le poêle. Ça, c'est tous des Espagnols. Ah, ils étaient tous plus ou moins mutilés. Parce que quand même, le Recebedou était un camp hôpital. Et donc, nous, après Nexon, on a récupéré, il y avait beaucoup d'infirmes de mutilés. Qui c'était ce jeune homme espagnol? J'étais un champion de foot. Et c'est en traversant la frontière de l'Espagne à la France, dans les Pyrénées, qu'il est tombé dans une crevasse. Et quand on l'a retrouvé, les deux jambes étaient gelées. Liselotte, elle allait sur les genoux de l'Espagnol qui n'avait plus de jambes. Parce qu'il avait une voiture et que ça lui paraissait privilégié. Et il lâchait les pédales quand il y avait une pente pour laisser se gagner par l'accélération. Et elle hurlait de rire en se cramponnant à son cou. Il lui était tout content parce que les gens cramponnés à son cou, il n'en verrait plus beaucoup dans sa vie. Et là, ils ont l'air très fiers. Mais il faut reconnaître que le simple fait de se parler, de faire connaissance jusque-là, entre deux populations aussi différentes, qu'un Espagnol anarchiste et qu'une petite juive polonaise pratiquante, il y a dans l'expression d'Eva quelque chose d'un petit peu triomphant là. Ils étaient amoureux l'un de l'autre et ils se défendaient l'un à l'autre de dire qu'est-ce qu'on fera après, parce que c'était une espèce de superstition. Mais ça faisait du bien à tout le monde de les voir. À votre avis, qu'est-ce que les gens pensaient à l'époque, les Nexonnais? Vous savez, nous étions quand même à quelques kilomètres du village, pas tellement, mais avec aucune raison d'y aller, puisque le ravitaillement, nous étions nourris. On n'allait pas beaucoup. Alors par contre, les gens chez qui j'étais logé, eux, ils étaient pas loin. Mais ils disaient, nous, on sait rien, on n'est pas dans le village, vous êtes à côté. Oui, mais ça, c'est des histoires de police, ils ne voulaient pas le savoir. Et il y avait entre cette personne chez laquelle nous logions et la gare, il y avait un genre d'hôtel-restaurant où ils savaient plus de choses. Parce que, par exemple, les gardiens, quand ils quittaient la gare, allaient boire un coup là-bas, etc. Et ils entendaient parler. Donc ils savaient, ils disent, mais nous, dur d'oreille. Et les gardiens, quand ils allaient boire un coup, ils passaient par où? Ils passaient là. Voilà, il y avait des escaliers là. Même nous, quand on allait porter une lettre à la boîte, à la gare ou quelque chose, on passait ici. Il y avait un chemin qui passait au milieu et qui desservait le jardin de chez Latière. Tu parlais des gardiens, il est vrai que Laurette, qui a vécu à l'intérieur, elle, annonce le chiffre de 75 gardiens. Les 75 gardiens n'étaient quand même pas tous des Nexonnais. Non. Pas se voler la face. Hein. Moi, je suis capable de donner le nom d'une douzaine de gardiens Nexonnais. Beaucoup de l'Est qui étaient venus là, qui avaient fui la région. Moi, j'en connais deux avec qui on est resté très bien, qui étaient originaires de la Meuse. Comme M. Simon, qui a participé à la libération de Limoges et qui avait rejoint le maquis dès qu'il avait pu. Il était sergent-chef, je me rappelle. Siegfried Marx, c'était sa mère. Et à Gurs, il y avait un autre frère de Siegfried qui a été déporté, déjà plusieurs mois avant, dans les toutes premières déportations en août. Et elle s'étonnait de ne pas avoir de nouvelles. Et elle a commencé à se faire de plus en plus de soucis de ne pas avoir de lettres, ce qui fait que Siegfried lui lisait une fausse lettre toutes les semaines.
La vieille dame, on l'appelait Mouti Marx. J'allais la voir tous les jours, je m'assoyais sur le lit qui était à côté du sien, avec son fils, et on lui lisait cette lettre et on parlait de pseudo-nouvelles. Est-ce que vous avez pu lui dire au revoir? D'un regard. D'un regard, j'ai pu lui dire au revoir. Mais en plus, chacun essayait, je vais dire, de retenir son émotion. Dans tous ces adieux à la gare, il y a une ou deux photos. Ah ben oui, celle avec ma mère. Elle est d'une sobriété totale, cette photo. C'était à la fois le dernier regard. Il y a de l'inexprimable dans le non-dit, dans ce mutisme. Je suis arrivé à Nexon, je faisais partie de l'équipe qui a été arrêtée les 3-4 avril 1943. Moi, j'ai été arrêté à la sortie du lycée, je crois le 3 avril, ça devait être un samedi. Et j'allais prendre le train pour rentrer en Bazac, et on m'a arrêté dans le train. Et on a dû nous amener à Nexon, je crois 2 jours après, donc vers le 5 ou le 6 avril. On est arrivé au camp vers 5 ou 6 heures du soir. On nous a donc distribué les gamelles, ces choses-là. Et je me rappelle de la gamelle qui était sale. Il y avait un espèce de bout de nouille ou de je sais pas quoi qui était après. Je dis quand même, je dis à un surveillant du camp, mais vous pourriez nous donner autre chose. Et je me rappelle, le type m'a dit, tu n'as qu'à prendre du sable, un torchon et frotter. Au bout de 5 minutes, ta gamelle sera très propre. Ce qui est demeurant était vrai. Hein. Mais enfin, ça vous frappe. On rentrait dans le camp, il y avait la porte d'entrée, une seconde porte tout à fait 2 mètres après, je crois, un petit grillage. Et après, plus haut, commençaient les baraques. Et en montant tout à fait en haut, il y avait les latrines, il y avait les lavabos. Et après la baraque, alors dans le bas, sur la gauche, il y avait la baraque des inspecteurs. Et tout de suite après la baraque des inspecteurs, à droite, il y avait le bloc, un îlot spécial. On n'avait pas le droit, théoriquement, de s'approcher. Et interdiction nous était faite d'avoir tout contact avec eux. C'était des Allemands qui étaient réfugiés en France et qui avaient fui le nazisme, qui ont été arrêtés sur les ordres de Vichy et qui, malheureusement, étaient livrés aux Allemands après. J'en garde encore un souvenir, quelque chose de terrible, quand j'ai vu ces pauvres gens livrés parce que les Allemands sont venus les chercher. Et d'après ce qu'on nous a dit, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont réchappés. C'était tous des militants anti-nazis, soit autrichiens, soit allemands. Ils sont partis la nuit. C'est-à-dire, autant qu'ils m'en souviennent, certains des barbelés avaient été coupés encore au jour. Ça devait être au courant du mois de juillet. Il y a eu un orage la nuit et il y a eu une évasion parmi ces Allemands. On se disait, t'entends, oh c'est trop beau, oh c'est trop beau. Et on se communiquait, badaboum, badaboum, t'entends, badaboum. C'était une espèce de régression joyeuse et trépignante d'allégresse pour quelque chose d'aussi bête qu'un coup de roulis. Même dans la nuit, à un moment donné, il y a eu une coupure de courant. Et ils en ont profité pour s'évader. Et dès le matin, branle-bas de combat, ça criait un peu, les surveillants, l'inspecteur qui sont venus. Alors on a su tout de suite qu'il y avait une évasion, quoi. Je leur ai dit de suivre les voies du chemin de fer, parce que c'était un itinéraire qui n'exigeait pas d'avoir un croquis. Et d'un autre côté, c'était pas non plus, ça ne requérait pas la connaissance d'une voie que tout le monde connaissait. Tant qu'ils n'étaient pas repris. On peut soupçonner quelqu'un, mais c'était quand même fragile comme soupçon. Une gamine qui n'est pas du pays, qui va organiser quelque chose que eux-mêmes auraient eu du mal, les gens des environs, à mettre sur place. Il y a eu un concours de circonstances favorables qui fait qu'il n'y avait à la fois pas d'autre hypothèse que ma participation, mais ça restait invraisemblable. Il y a simplement un moment où je me suis rendu compte que dans le camp, je ne pouvais plus bouger d'aucun endroit sans que quelqu'un regarde, note, etc. Donc je ne pouvais plus rien y faire. La première décision de partir, ça a été pour rejoindre mes 2 évadés dans une paroisse de Lyon, où il y avait tout un fief de résistance protestant. Et comme il fallait que je les rejoigne là, le problème s'est posé après, il faut que quelqu'un les conduise
dans ce maquis où ils vont se cacher, etc. Et après revenir comme ça brusquement, toute seule alors que les autres on les a pas revus, c'était me mettre dans la gueule du loup. J'étais pas irremplaçable à Nexon. Alors après l'évasion, disons, la discipline s'est resserrée tout de suite, hein. Vis-à-vis des Allemands qui étaient dans la baraque, même vis-à-vis de nous. On nous a interdit tout contact avec les autres, mais même pendant presque plusieurs jours, et c'était au mois de juillet, on nous obligeait à rentrer dans la baraque à 8 heures du soir. C'était pénible parce qu'il faisait très chaud dans ces baraques, oui, qui n'étaient pas isolées ni rien du tout. Et au bout de je ne sais pas combien, 3 semaines, ils ont amené, disons, par fournée, des jeunes gens, des réfractaires du STO, qui étaient arrêtés par la police et qu'on mettait à Nexon. Il y avait un commissaire du camp qui venait de Limoges, qui constituait leur dossier, et il les amenait à la gare de Nexon pour les diriger sur l'Allemagne. Il y avait également quelques tziganes. Dans les camps de transit en Haute-Vienne, on en a beaucoup qui ont été internés dans ces camps-là parce qu'ils étaient tziganes. Nombre de familles qui ont été arrêtées ici en Haute-Vienne, à Limoges, hein, à Château-Ponsac, hein, à Pierre-Buffière, etc. Nombre de voyageurs qui ont été arrêtés et qui ont été, au départ, déportés dans certains camps français, comme Nexon, Saint-Germain-les-Bains, les Jaux, et puis d'autres, comme là par exemple le père Renard, qui a été lui déporté directement en Allemagne. Dans ce camp où les appartenances étaient très cloisonnées, les gitans l'étaient encore plus que les autres, parce qu'ils étaient habitués déjà avant la guerre à vivre culturellement à l'écart d'autrui. Eux, ils avaient une identité, mais qui pour eux, pour les gens du camp, pour les autres et pour l'administration, était mystérieuse. Les gitans, en soi, c'était plutôt une injure qu'une définition d'appartenance. Et le camp a brûlé le 5 ou 6 août 1944. C'est le commandant Baptiste qui est venu mettre le feu. Le commandant Baptiste a dit, vous laissez brûler le camp, vous n'intervenez pas. Vous allez protéger chez Baptiste l'accord au cas où ça brûlerait, mais vous n'intervenez pas. Et alors après, il est resté quelques baraques. Et dans ces baraques, il y a eu des collabos de Mumu. Ils n'y sont pas restés longtemps. Non. Ils n'y sont pas restés longtemps. Et puis ces baraques se sont vendues. Il y en a qui sont partis sur des wagons, là, une fois démontés, d'autres avec des camions, je ne sais pas. On nous avait dit qu'il y en avait qui partaient dans la région du Lot-et-Garonne pour faire des séchoirs à tabac. Le terrain appartenait à M. de Nexon, qu'il a donc récupéré. Et puis qui s'est dit, avec tout ce qu'il y a là-dessus, je vais faire un lotissement. Voilà. Le propriétaire du terrain, avec les murets qu'il y avait, tout ce qu'il y avait sur ce terrain-là, il a dit, bon, un lotissement. Voilà. Et on le voit bien sur le plan que vous avez. C'est la partie au nord, en utilisant ce qui était l'allée centrale. La mémoire à Nexon, avec des stèles présentes un peu partout, à la gare et à l'entrée du camp essentiellement, mais aussi au cimetière, la mémoire n'est pas celle du fait de Nexon même, puisque ce sont des associations qui sont venues poser ces pierres de mémoire. Hein, ce sont les survivants de la Shoah, ce sont les déportés en Afrique du Nord, essentiellement, qui ont fait le travail, la FNDIRP, etc., les associations de déportés qui sont venus sur place. La population locale n'a pratiquement pas participé à ces dépôts de pierres de mémoire. Quand je suis arrivée, on était en train de préparer l'inauguration de la deuxième stèle. Mais on en avait mis une pour que les gens qui voulaient que ça se sache ne disent rien, mais elle parlait absolument pas de l'internement. Ici furent déportés de nombreux patriotes, internés. C'est-à-dire on voulait bien parler.
des courageux Français héroïques. Mais on ne disait pas, par exemple, le furent internés, il n'y avait pas le sujet. Il y avait l'objet qui était le patriote interné, mais qui l'a interné, il le fut. Et j'avais trouvé que dans cette astuce de langage, on retrouvait un évitement. Le devoir de mémoire ne doit pas rester au niveau de la pierre, les stèles, les noms de rues, les monuments qui portent des noms. C'est une manifestation du devoir de mémoire. Mais ça ne parle pas, la pierre. Ça ne parle pas. Et donc, au-delà du devoir de mémoire tel que conçu là, il y a un travail de mémoire à faire, à continuer à faire, de façon à ce que non seulement les jeunes générations, mais nos propres compatriotes soient mis en situation de comprendre ces événements. Mon père, le motif de son emprisonnement était diffusion du journal interdit L'Humanité. Les anciens internés racontaient leur périple et beaucoup étaient passés par Nexon ou étaient partis de Gurs vers Nexon. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur Nexon, personne n'en parle, c'est complètement étouffé. Essayons de rassembler. Oh, je n'avais pas l'intention de faire un livre ni rien, mais simplement de recueillir le plus de témoignages possible pour que ça puisse servir plus tard. J'avais une classe à l'époque que l'on disait de remotivation parce que c'était des élèves qui rejetaient le système scolaire. Et en leur expliquant un petit peu, en leur présentant le camp et en faisant venir des témoins du camp, peu à peu, on a construit le texte, mais vraiment à partir de leur spontanéité orale. Et ça a été vraiment, je ne sais pas comment dire, une explosion pour eux. Et quand sur la scène, ils ont crié leur plus jamais, pour moi, c'était véritablement une victoire parce que on sentait qu'à travers ce travail sur la mémoire, ils étaient arrivés à, comment dirais-je, non pas à une pitié des internés, de ceux qui avaient souffert, mais à une révolte et à un refus de voir les choses se reproduire. Cette histoire, elle m'intéresse en tant qu'historien, bien entendu, mais elle m'intéresse en tant que citoyen et limousin. Hein, c'est mon problème, cette histoire. Mon problème de français. Mon problème de Limousin, mon problème de citoyen tout court. Parce qu'il y a un tas de questions qui est posée par cette affaire. Hein, comment ce pays arrive à accepter ça? Hein, bon, comment, finalement, Monsieur Tout-le-Monde est concerné par cette affaire? Comment une décision qui est prise à Berlin, à Paris, finit par impliquer le garde champêtre du Limousin, un type qui ignorait tout de cette politique, hein, et qui va être entraîné dans un processus qui est un processus criminel. Parce que bon, il y a une réflexion qui doit être faite. Les Allemands, ça fait 30 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont fait un travail exemplaire sur leur histoire. Alors nous, on cacherait notre responsabilité dans ce processus ? Il y avait une volonté d'oublier. Il y avait une volonté d'oublier. Il faudrait que je retrouve les photos. La scène n'est pas énorme. Je me souviens simplement qu'à un certain moment, il y a un monsieur qui s'est approché de nous. Il dit, voilà monsieur, comme c'est pas cher, moi j'ai acheté 2 lotissements. À Nexon, la terre est un peu moins chère qu'à Paris, croyez-moi. Hein. Et toutes les années, je bêche, et toutes les années, la terre ressort des choses. Or, il se trouve que mon lotissement a été construit sur l'ancienne prison du camp. Dans le camp, il y avait une prison dans la prison. Et j'ai retrouvé une boîte brouillée. Et regardez, je vous l'apporte, vous voyez, il y a une Bible juive, ce qu'on appelle un sidour, une petite menorah, une mezouza, enfin, il dit, moi je ne peux rien en faire, je présume que vous pouvez en faire quelque chose.
Alors, on était 3 là-dessus, on se dit on va pas le partager en 3, bon, c'est tout, c'est DJC. Ça se passait comment le départ des Juifs? La veille au soir, je pense que c'était un inspecteur, était passé dans les maisons, dire cette nuit c'est qu'un des volets, il faut que les volets soient fermés, si vous n'avez pas de volets, que toutes les lumières soient éteintes et que personne ne soit aux fenêtres. Et vous avez regardé? Moi, peut-être mes parents, pas moi. Moi, à l'époque, j'avais 9 ans. Alors, je sais que chez Latière, c'était le restaurant qui était ici. Et ils avaient un monsieur assez jeune qui avait pris une chambre parce que sa fiancée était au camp et qui embarquait la nuit. Et chez Latière lui avait dit, tu regardes, mais surtout ne crie pas quand elle va passer parce que tu nous ferais... Et il a regardé partir sa fiancée et il lui faisait au revoir. Et il a jamais revu. C'était triste. C'était l'horreur.